Il est 9h49 et on est ravis ce 39, matin. 39. Ah oui, pardon, 39. Il nous reste encore un peu de temps avec notre oui, invité. j'avance le temps. Carlier, bonjour. Merci d'être avec nous ce Bienvenue. matin. Karim Acharny, vous avez vu le spectacle de Guy Carlier. Vous allez évidemment nous en parler. Exactement, on vous connaît pour vos chroniques à la radio, à la télé, vous êtes parolier également, hein. Vous avez réalisé un rêve de gosse en écrivant entre autres pour Johnny Hallyday et maintenant vous êtes comédien, vous montez sur scène. Alors le spectacle, je vais être honnête, a débuté hier, nous n'avons donc pas encore d'image à vous présenter. Alors Guy Carlier, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter un petit peu votre spectacle? C'est un spectacle qui au départ s'appelait Karl et Guitou. Karl et Guitou, c'est le spectacle démarre sur le postulat que Dieu a un peu merdé quand il m'a créé, c'est-à-dire qu'il a créé une enveloppe qui pouvait contenir deux hommes. Et à une époque, quand je faisais beaucoup de télévision, j'avais ces deux hommes, puisque je pesais plus de 250 kilos, mais je ne veux pas revenir sur cette histoire de poids. Mais c'est quand même la base du truc. Et donc, dans ces deux hommes, il y avait Karl, qui était la petite racaille d'Argenteuil populaire, qui était un peu cynique, qui faisait marrer ses copains, qui était transgressif. Et puis Guitou, qui était le gentil Guitou à sa maman. Et ange et démon, quoi. Et voilà, c'est le ça. gentil et le méchant. Les oui, deux, voilà, le diable sur une voilà. épaule. Et Karl a pris le pouvoir et Guitou s'est tu pendant toutes ces années. Et au début, quand j'étais à la télé, etc. C'est vrai qu'on connaissait plus la version, on va dire, j'ai pas envie de dire, mais un peu, mais le méchant, quoi. C'est ça, vous étiez. Dans le Comme spectacle, vous vous l'avez dit dites le mot odieux. Donc, je vais Oui, prendre référence oui, il à ce était mot, odieux, l'odieux. bien sûr. Il était, mais je pense pas foncièrement méchant. Il appuyait un peu où ça faisait mal. Et puis, il était populaire en étant odieux, c'est ça. Et parce que les gens aiment ça. Et puis, très vite, évidemment, c'était insupportable. Donc, il se détruisait. Et c'est l'époque où j'en étais au stade dont je viens de parler. Et il est arrivé un moment où Guitou a décidé de prendre le pouvoir, de chasser Karl, donc de chasser la moitié du poids de cet homme. Et la deuxième, il se passe quelque chose au milieu du spectacle, un coup de théâtre qui fait que tout bascule. Et la deuxième partie du spectacle, c'est la quête du bonheur de Guitou, qui évidemment triomphe à la fin. Je vous ai donné la fin. Mais c'est ça qui est formidable avec vous, c'est qu'il y a beaucoup d'humour évidemment, mais il y a toujours beaucoup de tendresse. Et il y en avait déjà à l'époque d'ailleurs dans vos chroniques. Hein, c'était mêlé de fiel, de méchanceté, de petits coups comme ça méchants, mais toujours beaucoup de tendresse. La tendresse a pris le dessus en fait. C'est ça que vous montrez dans le spectacle. Oui, alors bizarrement à l'époque, je me souviens dès que je blessais quelqu'un, si quelqu'un était blessé, ça me faisait mal parce qu'en fait c'était évidemment pas le but. C'était de l'humour. Et c'était généralement ces gens que vous aimiez bien. chambrer comme Oui, quand on vient d'un match de foot, tu sais, à l'arrière du car, et t'aimes tes potes de foot, mais tu les chambres. Ouais. Donc il y avait ce truc un peu culture banlieue, quoi. Et Du clash et de moi j'ai grandi comme ça, c'était ça, Karl. Et il n'y avait pas de méchanceté foncière, mais donc évidemment il y avait de l'amour qui était caché par ça, parce que c'était ça qui était drôle, qui faisait rire les gens. Mais évidemment, la gentillesse, j'espère, transparaissait en dessous. La télé, c'est terminé pour vous aujourd'hui. Clairement, vous ne referiez pas, en tout cas, ce que vous faisiez avec des chroniques peut-être impertinentes, un peu avec la télé, bien que je préfère la radio, parce que je trouve que la voix, c'est l'émotion pure, alors que la télé, il y a un filtre, l'image est un filtre. Mais d'ailleurs, vous continuez les chroniques radio, tous les matins sur Sud Radio. Mais je pense qu'en fait, c'est un malentendu. Ce que j'aime, c'est écrire. Donc, les chroniques radio étaient écrites, celles évidemment du matin sur Inter, Europe, et à la télé, c'est pareil. Chez Marco, les chroniques étaient écrites. Donc, mais la télé a changé pour vous, hein, c'est ce que vous écrivez. Oui, parce qu'à la télé, vous jouez un rôle. Les traits sont accentués, donc j'étais le méchant de service, et c'est un rôle de la même façon que d'autres jouent le rôle de gentil à la télé, alors que quand on les connaît un peu, Christophe, on sait que c'est pas des gentils. Ça dépend. Il y a des gentils. J'ai des noms, je vous les donne. Mais il y a des méchants. Ouais. Est-ce que cette évolution, c'est quelque chose que vous avez voulu parce que personnellement vous ressentiez ce besoin pour vous, pour montrer qu'il y avait peut-être erreur sur votre personne, par exemple, ou bien est-ce que c'est aussi l'évolution de la société et du regard que l'on jette notamment sur les banlieues qui vous a poussé aussi à montrer les choses différemment?
C'est une très bonne question, Olivier Massol. Merci de me l'avoir posée. Là, en fait, l'évolution, c'est simplement parce que j'étais malheureux. Je me détruisais. Donc, si vous voulez, cette popularité, on sait bien que la popularité ne va pas vous aider à être heureux. C'est une espèce de sédatif, un truc comme ça qui calme de façon superficielle. Qui drogue un peu aussi. Voilà, c'est ça qui vous enivre un peu. Mais au fond, j'étais malheureux, je me détruisais. Je faisais une chronique à la radio, à la télé. Les gens me disaient « on t'aime quand même ». Ce « quand même » est terrible. Mais vous en avez quand même mis dans la tronche de beaucoup de gens. Et c'est vrai que, vous continuez un peu dans le spectacle. Il y a Hélène Ségara qui s'en prend un petit peu pour rien, comme ça. Il y a Sheila, vous parlez de son lifting. La vieille chanteuse à couette liftée par un chirurgien albanais. Voilà, vous parlez c'est pas moi qui dis ça, c'est un moine bouddhiste. Oui, mais enfin, c'est quand même vous sur scène. Non, mais il y a Alain Souchon, il y a Séguéla aussi. Michel Drucker. En fait, j'explique tout. Je parle de la vieillesse et je parle de se moquer de la vieillesse parce que c'est la seule façon de s'en sortir. Et ça me touche, moi, ces combats dérisoires des stars, des vieilles stars contre le temps qui passe. Je trouve, par exemple, que Catherine Deneuve est admirable parce qu'elle a choisi la voie de l'humour, de la dérision, etc. Elle n'est plus dans une espèce de séduction. Vous voyez, elle arrive à se... Et je trouve que ça, c'est un doigt d'honneur au temps qui passe et à la vieillesse. Alors, évidemment, quand Sheila dit, ça fait 40 ans qu'elle dit, j'ai pas fait de lifting, je dis, bon, moi, je veux bien la croire. Mais il y a quand même quelqu'un qui l'a accroché à l'avant du TGV Paris-Marseille. C'est pas crédible. On embrasse Sheila, si elle nous regarde ce matin. Karima. Vous parlez beaucoup du temps qui passe, effectivement, dans le spectacle. Et moi, il y a un moment qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marqué, où vous vous adressez à la nouvelle génération en prenant cet horrible exemple qui est la mort d'un jeune homme qui s'appelle Vincent, tué au Bataclan. Est-ce que vous avez envie d'adresser, avec votre parcours, aussi un message à la nouvelle génération, entre autres quand on voit le président de la République pendant le confinement qui dit que c'est dur d'être jeune en 2020. Est-ce qu'il y a ce genre de propos que vous avez envie de tenir à la jeunesse? Parce qu'on dit souvent c'était mieux avant. Le constat de ça, en fait, évidemment, c'est écrit à la première personne. C'est de vous dont je parle, c'est pas de moi, mais la première partie du spectacle a été écrite par Karl, c'est-à-dire qu'il raconte, il est méchant, etc. Voilà, les vacheries reviennent. Il raconte qu'il s'est rendu compte qu'il était passé de la case gros à la case vieux sans jamais passer par la case mec normal. Bon, et à un moment donné, il en a marre de parler de lui parce qu'il se passe quelque chose. C'est François Rollin qui raconte l'enterrement d'un copain de son fils qui a été tué au Bataclan, etc. Qui vous a mis en scène et qui a coécrit le spectacle avec vous, François Rollin. Et François raconte qu'au Père-Lachaise, il y avait 400 mômes qui le regardaient et qui disaient « mais c'est pour ça que vous nous avez dit dites bonjour à la dame, lavez-vous les dents, etc. pour ce monde-là que vous nous offrez ». Et là, je constate que notre génération des 30 Glorieuses, elle n'avait rien de glorieux. On avait de l'or dans les mains, on a tout gâché, on a consommé, on a pompidolé, on a giscardisé, et on laisse un monde désenchanté. Donc toute la deuxième partie du spectacle, je m'adresse aux enfants et je leur explique tous les bonheurs, toutes les choses. Je leur apprends, comme on leur a appris à se laver les dents, à dire bonjour à la dame, à saisir tous les moments de bonheur de la vie. C'est une énumération de bonheur. Et c'est ça qui est particulièrement émouvant. Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez amusant que le grand public ne sait pas forcément, c'est que votre fils est devenu beaucoup plus célèbre que vous, en tout cas pour la jeune génération. D'ailleurs, il y a Stéphane qui est quand même écrivain, célèbre écrivain. Vous avez un fils écrivain, et puis alors, votre autre fils connu, c'est Carlito de McFly et Carlito, les fameux youtubeurs qui étaient à l'Élysée il y a quelques semaines, on s'en rappelle. On vous remontre un extrait de cette petite vidéo et puis vous nous parlerez de votre fils juste après. Regardez. On vous propose donc, lors de cette prise de parole, d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Un petit cadre avec vous deux. Un petit cadre. Alors, les visages, on peut voir ensemble, et surtout avec ce service de sécurité composé de 13 personnes qui me regardent, mais une grimace, ça peut l'être. Ça peut être. Quelque chose comme ça. Ou alors un beau gosse, peu importe, on vous laisse décider ça, mais qu'est-ce que vous en dites? J'ai peur, maman. Si vous gagnez, très bien, je le ferai. Il me regarde de la même manière qu'il dit nous sommes en guerre. Sauf qu'il me dit si vous gagnez, je le ferai avec vos deux gueules. Ok, c'est un bonheur pour moi d'entendre ça, c'est incroyable. Bon, c'est vrai juste pour dire, ils n'ont pas gagné et ils se sont retrouvés dans des avions au 14 juillet. Voilà. Quelqu'un venait de connaître la fin de l'histoire. Ils ont lancé des avions au papier du haut du 14e étage aussi de la tour TF1. Et le président de la République, lors d'une vidéo, a montré le cadre avec McFly et Carlito. Donc Carlito, c'est le grand dans le tandem. Raphaël, votre... Est-ce que ça vous a surpris de voir votre fils se retrouver à l'Élysée faire des blagues avec le président de la République?
Franchement. Non, ça m'a pas surpris de lui. Je connais. Mais que le président le accepte. Je ne peux pas répondre à ça. Vraiment, je suis. Raphaël, en tout cas, il a choisi comme vous l'humour. En plus, je vais être franc avec vous. On a depuis le début. Vraiment, j'ai évité le népotisme. J'ai toujours. Donc, il s'est fait tout seul, c'est ça. Oui, je sais ce que je lui ai donné étant petit sur la façon de pas prendre certaines choses au sérieux. La dérision, l'art de la dérision. Voilà, mais de faire les choses sérieusement, le goût de l'effort, etc. Vous êtes fier de comme lui pour Stéphane. Vous êtes fier de lui aujourd'hui tout de même Oui, je suis fier aussi de son frère qui est auteur et qui est probablement celui qui écrit le mieux de la famille. Ouais. Mais bien sûr, mais je le laisse jamais. Je suis désolé, Christophe, je suis incapable de dire, de porter un jugement, évidemment, sur ce qu'il fait. C'est une règle. En tout cas, il a pris la nouvelle génération sur YouTube, Alors voilà, ça en revanche, là c'est la fin d'un monde, si tu veux, le monde de la télé, etc. Et là, le monde des réseaux sociaux. Par exemple, je fais des chroniques pour un journal télé, j'ai une page dans un hebdomadaire télé, et mon petit, celui qui a 14 ans, donc Antoine, fils, voilà, me dit tu fais quoi? Je dis je fais ma chronique, ma page télé. Il me dit c'est quoi télé 2 semaines? Je lui dis c'est un journal qui donne les programmes de la télé. Il me dit il existe des journaux qui donnent la télé. Et oui, parce qu'aujourd'hui sur Google, le programme déjà, télé, il y a un écran comme ça dans le salon, ils ne regardent pas, ils sont sur leur smartphone. Et donc Raphaël est vraiment dans cette génération. Et il y réussit très très bien, ça c'est sûr. Et on souhaite également le plus grand bonheur à votre troisième fils, donc 14 ans, qui suivra aussi peut-être. Qui a la pression parce que lui c'est le petit-fils de Frédéric Dard en plus. En plus, avec bonne chance Antoine. Franchement, avec autant de bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau, à mon avis, ça devrait bien se passer. Merci beaucoup Guy Carlier d'être venu nous voir. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes au Théâtre des Mathurins le samedi à 19h et le dimanche à 17h, de l'émotion, du partage. Voilà ce qui vous attend. Allez-y, nous on a adoré avec Christophe. Voilà, émotion, partage et du rire évidemment, et pas trop de vacherie finalement. Merci beaucoup Guy Carlier d'avoir été avec nous. Sur le berceau de la météo, il n'y avait pas eu de bonne fée. Non, sur le berceau de Ange, on n'a eu que de la pluie. C'est comme ça. Angelo.